Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants, la clé du mystère sur Fréquence Évasion, nous serons en compagnie de Laurence Baranski qui a publié un livre « J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance » chez Lana Éditions. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur, fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Laurence Baranski, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors, vous avez publié un livre de 740 pages, « J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance » chez Lana Éditions. Qu'est-ce qui vous a incité à écrire ce livre qui résume 3 voyages, chacun très différents? Ce qui m'a incité, je pense, ce livre est le résultat de recherche. Quand on me pose la question, et je le réalise après coup, maintenant que je dois communiquer et que je suis invitée à communiquer sur ce livre, ce livre est le résultat d'un chemin de vie et d'un chemin de recherche que j'ai eu envie de livrer. Et je pensais pas du tout au départ faire 740 pages, et même 744. Mais j'ai trouvé tellement de choses à dire et surtout j'ai eu le souci d'expliquer mes recherches, mes découvertes et les liens que je faisais entre chacune des notions qu'à l'arrivée ça a donné ce format-là. D'accord. Mais au début, vous avez vécu des expériences particulières avant d'avoir écrit ce livre, justement? Est-ce que j'ai vécu des expériences particulières? Oui, j'ai vécu en communication sur le livre, j'ai coutume de dire, je l'écris et j'ai coutume de dire que depuis que je suis petite, mon chemin de vie est animé par 2 questions. La première est qui suis-je? Et la seconde est quel est ce monde dans lequel je suis née? Et c'est pas seulement une formule de communication, je m'aperçois là encore avec le recul que ce sont vraiment 2 questions qui ont guidé mon chemin de vie. Je réalise toujours avec le recul que petite, j'ai pu avoir des perceptions sensibles, subtiles et être en contact avec une autre réalité que notre réalité matérielle. Je n'en avais pas vraiment conscience. C'est la vie qui a fait que petit à petit, j'ai été amenée, je vais dire obligée, parce que c'était un besoin quasi vital, obligée de chercher des réponses à ces 2 questions. Ma première expérience paranormale, si je peux dire comme ça, est plus tardive puisque j'avais 36 ans. Paranormale, consciente, j'avais 36 ans. Mais avant cette expérience-là, j'ai été amenée, alors j'ai commencé classiquement pour explorer les chemins de l'inconscient par faire une psychanalyse. Parce que c'était à l'époque la seule technique qui s'offrait à moi. J'en suis vite revenue au bout de quelques années, mais j'ai pas été vraiment satisfaite. Je suis ensuite allée voir des thérapies dans le champ plus psychologique, comme l'analyse transactionnelle, la PNL, qui conduisent en réalité aux dimensions spirituelles, mais qui travaillent sur le champ psychologique. Et à un moment, ça ne me c'était bien, j'ai progressé, je me suis construite, reconstruite, mais ça ne me suffisait pas. Jusqu'au moment où là j'ai été invitée à entrer dans ce que j'appelle la lumière à 36 ans par une expérience, j'appelle ça mon expérience mystique. Alors justement, expliquez-nous là cette expérience. Expérience mystique. Oui. C'est un contexte amoureux un peu particulier. Enfin, je suis dans un état amoureux. Je suis dans un état amoureux particulier. Et je me suis retrouvée en une fraction de seconde, je me suis retrouvée projetée dans un monde de lumière. Et je me suis retrouvée, j'étais ailleurs, je dansais dans la lumière, j'étais inondée d'une grande lumière avec une évidence à l'intérieur de moi, et cette phrase, qui était une phrase, une certitude, tout est amour, tout est lumière dans ce monde. Voilà, je dansais dans la lumière, ça n'a pas duré très longtemps, je ne saurais pas dire, quelques dizaines de secondes. Vous étiez vraiment consciente à ce moment-là, je veux dire réveillée. Je suis complètement consciente, et tout d'un coup, je me retrouve projetée ailleurs. Alors, est-ce que je suis consciente? Oui, puisque je m'en souviens, mais je suis ailleurs. D'accord. Et hop, je reviens dans ma vie du moment, dans mon corps du présent. Voilà. Et cette expérience-là m'a ouvert la porte de la lumière. Je me souviens pas avoir été perturbée, mais j'étais animée en tout cas de ce que j'avais ressenti, éprouvé.
Et je me suis mise là à écrire, et ça a été, j'ai écrit différents livres, hein, vous évoquiez bien sûr le dernier, j'ai fait 3 fois le tour de la Terre, j'ai écrit d'autres livres, mais le premier, je l'ai écrit après cette expérience, et je l'ai intitulé 4 saisons vers la lumière. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé après cette expérience? Pendant 7 jours et 7 nuits, je dormais un peu, mais peu. Je mangeais un peu, mais peu. Donc je n'ai fait qu'écrire. J'ai écrit l'histoire de ma vie depuis la naissance jusqu'à cette expérience. J'avais alors 36 ans. Et j'écrivais. Le plan m'est apparu très vite, immédiatement. C'était une évidence. Donc 4 saisons vers la lumière. Et en fait, je m'apercevais que ma vie était rythmée par 4 saisons de 9 ans, avec des passages, et je pouvais me souvenir des passages, effectivement, d'événements marquants dans ma vie. Et donc j'écrivais, j'étais animée d'un besoin cathartique d'écrire. Hein. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à la fin, je l'intitule 4 saisons vers la lumière, donc j'ai conscience que je vais entrer dans une saison que j'appellerai la lumière et qui reste à vivre et à inventer. Mais je me rends compte surtout là que ma vie est un parcours initiatique et que toute vie est un parcours initiatique et que nous sommes sur Terre pour vivre cette initiation, cette expérience. Et là où c'est curieux, c'est que ce type de réflexion, je pouvais l'avoir, hein, je l'avais intellectuellement, mais j'en avais pas eu une perception et une conscience aussi forte avant l'expérience. Depuis ce jour-là, je suis convaincue, et c'est le regard que je porte sur ma vie et sur la vie, notre vie est une expérience initiatique. Alors finalement, ça ressemble à une décorporation, à une OBE ou à ce que vivent les expérienceurs de NDE, quelque part. Oui, avec le recul, et depuis je me suis intéressée, j'ai expérimenté, j'ai appris ce qui est de l'ordre des voyages astro. Oui, là ça ressemble un peu à une NDE, notamment par la puissance de la lumière. La puissance de la lumière et la qualité de la lumière qui n'est pas une lumière mais qui est quand même une lumière. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc oui, et ça ressemble aussi au NDE de par le sentiment de bien-être et l'évidence d'amour que l'on ressent en soi et autour de soi. Donc oui, j'ai changé de plan de conscience et de plan de réalité, l'instant d'un instant. Oui, voilà. Finalement, c'était quelque chose de vital chez vous, hein, depuis la petite enfance. Il fallait que vous ayez une preuve ou quelque chose, qu'il se passe quelque chose. Vous aviez besoin de savoir. Je suis née pour retrouver ces mêmes, je pense. Alors maintenant je le dis, après quand j'entre à 36 ans dans la saison La Lumière, à partir de là, je vais chercher, je vais rencontrer des personnes, je vais lire, je vais écouter et surtout je vais expérimenter et me former à toutes ces techniques que l'on qualifie de paranormales, qui ne sont rien d'autre que des techniques d'expansion de conscience et d'accès à d'autres dimensions de la vie et de soi-même. Donc depuis j'ai cherché, et d'où le livre qui nous réunit aujourd'hui. Je pense, avec le recul, toujours pareil, je me dis, mais en fait, je suis venue sur Terre pour retrouver cette connaissance-là, pour retrouver ces mémoires. Et je me raconte ma vie comme ça, et j'aime me la raconter comme ça, et cela me fait très plaisir de me la raconter comme ça. Donc je suis à la quête d'une réactivation de mes propres mémoires. C'est pour ça que le sous-titre du livre, c'est « Réveiller les feux sacrés de la connaissance ». Parce que pour moi, en fait, je peux raconter une anecdote. Oui, allez-y. Dans la réalisation du livre, je l'ai commencé en 2010, au départ. En 2010, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce que j'avais besoin de l'écrire, bien sûr. Mais je ne sais pas pourquoi, en 2010, je me dis, mais si tu meurs demain, car nous pouvons tous mourir demain et même dans la seconde, qu'est-ce que tu lègues? Je n'ai pas d'enfant, mais qu'est-ce que tu lègues à tes neveux et surtout à ta nièce qui est aussi ta filleule, Nina, que j'adore. Et je me suis dit que la chose la plus belle que je pouvais lui léguer, vu que j'avais pas grand-chose d'autre d'ailleurs de toute façon à lui léguer, c'était ce que j'avais compris moi de la vie, de mon propre chemin de vie, de mon propre questionnement. Et de cette version non officielle qui semblerait exister à côté de la version officielle que l'on apprend sur les bancs de l'école. Et je pensais au départ écrire 30 pages, et c'est devenu, et ça a pris du volume au fur et à mesure. En même temps que j'écrivais les 30 pages, je m'étais dotée d'un planisphère, et à chaque fois que je faisais une découverte curieuse ou une redécouverte
sur les civilisations du passé, les civilisations disparues, les mythes, les extraterrestres, les différents plans de conscience, ce qu'ensuite j'appelle les civilisations parallèles. Je collais sur mon planisphère des petits diamants, alors ce ne sont pas du tout des diamants, ce sont des strass de lumière. J'ai donc chez moi un planisphère éclairé de diamants, et je me disais, et je savais que je faisais ça. C'est comme si j'allumais dans mon champ énergétique des mémoires en faisant ça. Je réveillais des mémoires, et je me disais, c'est bien Laurence, tu es en train de réveiller, de rallumer ton propre champ énergétique, ton propre champ de mémoire par rapport à ça, en veillant à bien faire les liens, et c'est ensuite, j'ai essayé de retranscrire dans le livre, les liens entre les différentes notions, parce qu'en fait, c'est différentes curiosités, bizarreries, sources d'étonnement, résultats d'expérience, recherches scientifiques, questionnements mystiques, sont très très liés. Les civilisations du passé sont liées aux extraterrestres, qui sont liées aux mythes, qui sont liées aux êtres de lumière, qui sont liés au plan de réalité, qui sont liés au NDE. Ouais. Tout ceci est la même histoire, pour moi. Tout à fait, on a l'habitude ici, il n'y a pas de problème. Alors, serait-il possible de présenter ces 3 voyages, ces 3 tours de la Terre, pour bien faire la distinction entre ces 3 périodes? Oui. Le premier voyage, en fait, c'est comme vous l'avez noté, c'est une trilogie. Mon livre est une trilogie. On aurait pu, d'un point de vue éditorial, décider de faire 3 livres, mais ça avait plus de sens s'ils étaient ensemble, parce qu'ils se répondent, en fait. Oui. Le premier est un voyage à la découverte des civilisations du passé. Et en fait, il se trouve que le passé et l'histoire nous met face à tout plein de mystères, de curiosités dont on entend beaucoup parler. Beaucoup a été écrit sur ces mystères-là. C'est par exemple les lignes de Nazca au Pérou. C'est l'alignement des pyramides tout autour de la planète. C'est la construction même des pyramides d'Égypte. Enfin, nous sommes confrontés, les historiens sont confrontés à tout plein de mystères. Au-delà de l'étonnement, des connaissances architecturales des anciens Égyptiens, par exemple, il y a aussi des questions de datation qui se posent. Nous avons une grille de lecture officielle du temps qui nous dit que nous sommes, alors avec l'univers à 13 et quelques milliards d'années, la Terre 4,5 milliards d'années. La vie va progressivement évoluer. Homo sapiens n'arrive qu'il y a 200 000 ans, ce qui est très peu, 230 000 ans. Il ne se passe pas grand-chose avant, sauf une lente évolution du vivant quand même. Nous, on arrive, et on va être dans la grille officielle de l'évolution, nous allons être très longtemps préhistoriques, jusqu'à ce qu'on appelle la révolution néolithique, environ 12 000 ans avant notre ère, 10 000 ans, 8 000 ans en fonction des endroits du monde. Et là, il va se passer quelque chose de prodigieux. Nous allons progressivement devenir civilisés. Et on va commencer à vivre, à cultiver, à vivre en clan. Et l'histoire, notre histoire officielle, ne commence qu'à partir de l'apparition de l'écriture, il y a 3200 ans. L'histoire que nous apprenons sur l'humanité ne va pas plus loin que ça. C'est 200 000 ans Homo sapiens, 12 000 ans pour le plus loin, début du néolithique, on commence à devenir civilisé, et 3000 ans, l'écriture. Cette grille de l'évolution, est orientée vers toujours plus de progrès et d'intelligence, en fait, est simple. Certains historiens commencent à dire que peut-être certains des vestiges que l'on trouve autour de la planète, des vestiges engloutis, ou les pyramides égyptiennes, la pyramide de Khéops, pourraient être en réalité beaucoup plus anciennes, pourraient avoir 12 000 ans, 10 000 ans, 12 000 ans. Ça veut dire qu'il y a 10 000 ans, 12 000 ans, il y avait sur Terre des humains assez intelligents pour faire ça. C'est tout à fait contraire à la théorie officielle académique conventionnelle de l'histoire. Donc ça pose problème. Quand on se rapproche des scientifiques qui ont l'audace de dire ces choses-là et de dire mais c'est quand même curieux, tout montre, d'un point de vue géologique, tout montre que ces vestiges, ces monuments sont plus anciens que ça. Quand on se rapproche de ces personnes-là, ce sont des personnes très très sérieuses, très très sensées, qui font des vraies recherches. Oui, tout à fait. La science académique, conventionnelle, classique, celle qu'on apprend à l'école, a tendance à dire mais non, ce ne sont pas de vrais scientifiques, ce sont des pseudo-scientifiques. Quand c'est pas des charlatans. Si on insiste trop, ils deviennent des charlatans. Et on commence là à avoir une tension d'un point de vue de l'histoire même. Voilà. Donc j'ai parcouru, j'ai fait ceci est mon premier tour de la Terre. Je pars de
de l'Amérique du Sud, je descends au pôle, je vais du côté de l'Australie, l'Asie, la Chine, je remonte en Sibérie en passant par l'Europe bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'étonnements aussi en Europe et certains disent que l'Atlantide se trouvait là, des connaissances par l'Égypte évidemment, l'Afrique, l'Égypte, les Dogons du Mali, enfin tout plein de civilisations de peuples qui semblent avoir des connaissances, on se demande d'où elles viennent ces connaissances-là, c'est pas conforme à la théorie de la révolution néolithique. Ça, c'est le premier questionnement. Alors, ce questionnement-là, beaucoup des auteurs ont écrit, il y a toute une littérature, on fait des émissions de paranormal. Pour l'instant, il n'y a pas de caution scientifique. Et donc, toutes les questions que posent ces recherches sont mises de côté, comme si c'était pas sérieux. Mais mince alors, quand on fait le tour de la Terre, c'est hyper sérieux. Bien sûr. Nous sommes face à d'énormes points d'interrogation. Laurence Baranski, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Laurence Baranski qui a publié un ouvrage, un livre de 740 pages. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance chez Lana Édition. Alors la physique quantique quand même, les chercheurs en physique quantique, eux, avancent. Alors, ça c'est mon 3e voyage. Alors on va faire le deuxième. Le deuxième. Le deuxième, ouais. Alors, le deuxième. Donc moi, je suis une chercheuse, moi. Je suis pas une scientifique, je suis pas historienne, je suis pas philosophe, je suis une chercheuse, je marche et dans ma besace, je mets toutes les questions. À l'arrivée du premier voyage, je me dis, ça fait quand même tout plein de questions. Donc, je me dis, il faut que je continue de chercher et je vais faire un deuxième voyage qui, celui-là, est un voyage à la découverte de ce que j'appelle les civilisations disparues, les civilisations mythiques, tout ce qu'on va trouver dans les textes. Et c'est là qu'on va trouver l'Atlantide de Platon. Et on a tendance à dire, ouais, Platon, il a écrit ça comme ça, il a dit que l'Atlantide existait, mais c'est juste dans son récit, pour faire joli. Quand on lit les textes de Platon, ça n'a pas l'air d'être juste comme ça, hein. Il a l'air de parler très très sérieusement d'un continent avancé qui a existé et qui a été englouti. Et très vite, ces textes vont nous mener à la possibilité de l'existence de civilisations avancées dans le passé. Il y a 12 000 ans pour les plus proches et on peut aller jusqu'à 50 millions d'années pour les plus lointaines avec l'Hyperborée qui se trouverait au pôle Nord. L'Hyperborée qu'on connaît moins parce qu'on connaît l'Atlantide, on entend parler du continent Mu, de la Lémurie en tant que continent englouti. On parle un peu moins de l'Hyperborée et l'Hyperborée est en fait un très beau continent. C'est la patrie d'Apollon. Aujourd'hui, c'est le Père Noël au pôle Nord. Mais à l'époque, c'était la patrie d'Apollon, une patrie de dieux, de demi-dieux et d'êtres un petit peu bizarres d'ailleurs. Et c'est de là que Apollon, le dieu soleil, serait venu sous la forme d'un dauphin jusqu'en Égypte, le dieu Ra-Ré, et en Grèce. Et c'est là qu'il y aura le temple d'Apollon à Delphes et que Socrate écrira « Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux ». Alors, pour ce deuxième voyage conduit, et c'est là qu'on se dit mais c'est quand même bizarre. Alors on peut avoir peur et dire stop, je m'arrête là. Mais si on lit les textes, je citais les Dogons, je citais mais aussi les Aborigènes. Si on regarde les textes, tous évoquent les peuples du Soleil en Amérique du Sud, tous évoquent des êtres venus d'ailleurs dans des vaisseaux ailés, dans des vaisseaux de lumière. Ils les ont appelés les dieux, ils les ont pris pour des dieux, des demi-dieux, mais des dieux. Et là, à quoi ça va nous ramener? Ça nous ramène aux extraterrestres. Tout à fait. Et donc, tout ça à voir avec les extraterrestres. Donc, je vais voir, parce que je me dis, non, c'est un peu n'importe quoi. Mais quand même, tous les textes anciens parlent d'extraterrestres, les Pléiades. Et on va voir les ufologues d'aujourd'hui qui sont convaincus, eux, de l'existence de ces êtres venus du cosmos, au moins aujourd'hui. Donc, ils sont capables de venir aujourd'hui. Pourquoi ils n'étaient pas capables de venir il y a 10 000 ans, 20 000 ans, 30 000 ans? Nous envisageons bien de coloniser Mars, d'aller habiter sur Mars. Sur la Lune d'abord, puis sur Mars aujourd'hui. Pourquoi d'autres, ailleurs dans l'univers qui est si grand, ne l'auraient pas fait avant nous? Ça se tient. Ça paraît évident. Alors voilà, le deuxième voyage, il nous conduit sous l'eau à la rencontre de vestiges engloutis datant peut-être de au moins 12 000 ans et dans le ciel chez les extraterrestres. Bien sûr, là, on est carrément pour la science conventionnelle académique dans un monde loufoque et pas sérieux.
Mais là encore, sur ces chemins-là, on rencontre des personnes très très sérieuses, qui très responsables, très rationnelles, qui nous expliquent très simplement le pourquoi du comment de tout ça et les liens. Là où à titre personnel, je me suis questionnée, on peut dire que tout ça, c'est n'importe quoi, d'accord. Mais à titre personnel, je me suis intéressée aux traditions de sagesse qui sont enseignées aujourd'hui en Occident et notamment à la franc-maçonnerie. J'ai été franc-maçonne et j'en suis partie au bout de 7 ans avec une grande reconnaissance pour mes sœurs maçonnes et surtout pour l'enseignement symbolique maçonnique, mais en tout en disant que c'était ma plus grande déception spirituelle. C'est très personnel, hein, et je ne veux pas généraliser du tout, mais parce que cet espace-là ne correspondait pas à ma quête personnelle. Pourquoi je parle de la franc-maçonnerie? Parce que quand on va regarder dans les textes, les fondements de la maçonnerie, ou les fondements des Rose-Croix, par exemple, qui sont des courants spirituels tout à fait reconnus aujourd'hui. On peut, et c'est même bien d'être franc-maçon, ces textes parlent de civilisation du passé, parlent de continents engloutis, parlent même de races qui sont venues successivement peupler l'humanité. Et je me dis, mais alors à quel degré on doit prendre tout ça? Vous voyez, est-ce que c'est crédible, pas crédible? C'est du premier degré, du second degré? Les personnes très sérieuses, les francs-maçons sont des personnes sérieuses, qui étudient ça, elles l'étudient à quel niveau? Elles y croient, elles n'y croient pas, mais elles l'enseignent. Bon. Donc tout ça se mélange un peu. C'est comme en fait, on est dans un paradigme qu'on a du mal à faire évoluer et on a du mal à accepter. Voilà, donc le deuxième voyage, c'est ce mélange-là, et en fait, ça met de la clarté, mais ça met encore plus de confusion. On se dit, alors, où est la vérité dans tout ça? Et c'est là qu'on arrive effectivement. Et merci à eux, et vous avez raison, au troisième voyage, que j'ai appelé moi l'exploration des civilisations parallèles, et c'est un voyage que aujourd'hui, fort heureusement, on peut commencer en rencontrant les scientifiques d'aujourd'hui. Et merci à eux parce qu'ils sont en train de faire évoluer notre vision de la vie, du vivant et de notre propre histoire. Ils sont en train de commencer à nous donner de nouvelles réponses aux questions: d'où venons-nous, qui sommes-nous et où allons-nous, et je dis plus précisément où voulons-nous aller, parce qu'aujourd'hui nous avons le choix. Ils nous parlent du pouvoir de l'intention, ils nous parlent de l'esprit, ils nous parlent de plans de réalité, ils commencent à étudier le processus de vie et le processus de mort et de l'après-mort. Ils sont en train de reconsidérer le temps, et ça c'est très très important, parce que dans cette vision conventionnelle académique de la science, 13 milliards d'années, 4,5, 200 000 ans Homo sapiens, et ensuite révolution néolithique et l'écriture il y a 3 000 ans, moins 3 000 ans. Dans cet espace-là, le temps est linéaire, ça fait partie des dogmes très forts, ça n'a de sens que si le temps est linéaire. Mais que nous disent les scientifiques de la nouvelle science? Ils nous disent que le temps n'est peut-être pas linéaire, et en fonction de la manière dont on le considère, il pourrait être autre chose que linéaire. Il pourrait être quoi? Ils ne savent pas bien. Autre chose. Les traditions de sagesse nous disent depuis la nuit des temps, parce qu'elles l'ont toujours posé comme ça, que le temps est cyclique et que nous vivons et que l'humanité vit des cycles, tout comme la nature vit des cycles. Les années, les saisons, les jours. Et dans la vision scientifique académique, tout vivrait des cycles sauf l'humain. Les traditions de sagesse, elles disent pas ça. Elles disent l'humain vit aussi des cycles. Un être vit aussi des cycles et même des cycles de vie. Les scientifiques aujourd'hui sont en train de re-questionner la notion du temps. Le jour où on aura vraiment, où on pourra poser plus que des hypothèses, mais des premières recherches crédibles, elles sont crédibles, mais elles sont encore confidentielles, c'est un tsunami intellectuel qui va nous bousculer. C'est de l'ordre de la Terre était plate et paf, elle est ronde. Tout à fait. On s'aperçoit qu'elle est ronde. La Terre est le centre de l'univers et non, la Terre tourne autour du Soleil. Voilà, les scientifiques sont vraiment en train d'ouvrir des voies nouvelles. Je parlais du temps. Il y a aussi un autre dogme hyper puissant dans la science conventionnelle auquel les nouveaux scientifiques s'attellent. Ils sont en train de s'attaquer. Ils s'attaquent pas pour le plaisir de s'attaquer, ils s'y attaquent par véritable curiosité scientifique, c'est le dogme de la vitesse de la lumière. Nous sommes dans un temps linéaire, dans un monde de matière, et une particule ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on dit, une fois que le cœur s'arrête, nous sommes morts et il n'y a plus rien. Parce que nous refusons
d'un point de vue conventionnel, l'idée qu'une partie de nous pourrait exister au-delà. Ça, nous l'avons largement abordé sur cette antenne, notamment avec les recherches de Jacqueline Bousquet que je cite à chaque fois. Bien sûr. Voilà, j'ai fait plusieurs émissions avec Jacqueline Bousquet qui nous parlait des champs informationnels, du champ unitaire ultime qu'on appelle dans la tradition Dieu, évidemment. Ça a été prouvé mathématiquement, hein. Émile Pinel l'a prouvé et bien d'autres aussi. Donc comment peut-on contester ce genre de recherche? Pour ce qui est du mur de lumière, ma référence, moi, est un livre que j'avais vraiment beaucoup aimé, et puis j'avais beaucoup de reconnaissance pour lui, que vous connaissez très certainement, de Régis Dutheil. Ah oui, Brigitte Dutheil, voilà, tout à fait. Et récemment, j'ai rencontré Brigitte Dutheil et je lui ai posé la question, j'ai dit, mais c'est un véritable dogme, parce que... Et elle me dit, oui, on n'arrive pas intellectuellement à accepter cette idée qu'il est possible, tout comme on a mis en évidence le mur de son, qu'il est possible, qu'il existe un mur de lumière. Et en fait, c'est une des clés de compréhension, parce que si on dit, oui, il y a un mur de lumière, ça devient beaucoup plus aisé de concevoir qu'une partie de nous peut traverser ce mur de lumière et qu'une partie de nous en conscience peut aller au-delà du mur de lumière. Quand est-ce qu'on va au-delà du mur de lumière? On peut y aller, et je sais que vous avez fait des émissions avec des personnes spécialisées sur le sujet, on peut y aller quand on fait des voyages astro. Voilà. On peut y aller en méditation. Tout à fait. On peut y aller aussi en NDE. Oui. Et on peut imaginer, et ça ce sont toutes les nouvelles recherches, on peut très bien imaginer que la vie continue au-delà du mur de lumière et qu'il existe donc une autre vie à laquelle nous n'avons pas directement accès avec nos 5 sens un peu lourds. On en discute souvent avec Jean-Jacques Charbonnier, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier justement sur cette antenne. Oui, qui fait partie et que je cite bien sûr parce qu'en France c'est la référence et il faut encore être audacieux et courageux pour, particulièrement en France, évoquer ces sujets-là en disant qu'ils sont très sérieux. Alors vous évoquez la théorie du complot, la conspiration à travers le chapitre intitulé « Entre théorie, complot et conspiration ». Vous parlez de la zone 51, du projet HARP. Comment abordez-vous ces sujets dont on parle de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux ? Oui, je les cite, je les aborde pas vraiment, ils m'ont interpellée, j'ai vu plusieurs reportages, j'ai écouté des personnes, des journalistes qui avaient fait des études, et on sait pas trop, eux-mêmes n'arrivent pas à des conclusions très probantes. Comme il y a une omerta sur la question des extraterrestres, alors une autre anecdote, une personne très proche qui a participé au projet de vidéo, je tais juste son nom parce qu'il n'a pas forcément envie que son nom soit dit, avait une personne de sa famille, son très proche, qui était responsable pendant des années du Centre européen de recherche sur les ovnis et les vies extraterrestres. Donc il savait tout. Il avait les dossiers, la compilation de dossiers, et c'est lui qui fut chargé à un moment donné de l'histoire française de transmettre ce dossier d'un président à un autre. Oui. Et donc, il disait à ses petits-enfants, il racontait, au départ, il était très rationnel, il paraît c'était un monsieur très rationnel, puis après, il s'est rendu à l'évidence. Dans ce dossier-là, transmis d'un président à un autre, il y a tout ce qu'on raconte et qu'on qualifie aujourd'hui de charlatanisme, de complotisme, de paranormal, et dans ce dossier-là, à savoir que oui, il y a des extraterrestres, oui, différents types d'extraterrestres, avec différentes intentions, différents niveaux de conscience, et les extraterrestres, c'est pas seulement que des êtres en densité à peu près similaire aux nôtres qui se déplacent en soucoupe volante ou qui sont capables de se téléporter, c'est aussi des êtres de conscience sur différents plans. Donc le dossier de synthèse monte jusqu'aux anges, aux archanges, on les appelle comme ça dans la tradition chrétienne, on va les appeler autrement dans d'autres traditions, mais jusqu'aux êtres de lumière. Donc, on peut dire, et maintenant, oui, en haut lieu, cela se sait. Oui. Il y a une omerta, mais cela se sait. Et je ne sais pas si vous avez vu très récemment un article qui est sorti juste avant sa mort, Edgar Mitchell, qui était astronaute et qui a créé après l'Institut de noétique sur l'étude de la conscience, avait écrit à un responsable de l'administration américaine pour lui dire: avant notre réunion de la semaine prochaine, je te rappelle qu'il y a des extraterrestres qui sont prêts à nous aider pour peu que nous soyons dans une logique de non-violence et de non-agression. Ça veut dire que ces choses-là se disent
tout cela se discute. C'est drôle quand même. Hein. Ce sont les personnes, les auditeurs de cette émission, et des gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui échangent sans arrêt justement sur ce genre de sujet, disent que de toute façon les gouvernements ne veulent pas qu'on sache, ils veulent simplement qu'on mette la main au porte-monnaie, qu'on aille au supermarché du coin et qu'on consomme et qu'on se taise. Voilà. Alors voilà, et ça peut être une vision et c'est très tentant, et moi aussi je suis étonnée. Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas si cela est, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas cela? Pourquoi les gouvernants, les décideurs, les dirigeants ne disent pas? Des raisons qui nous échappent. Après, il est facile, et moi aussi j'ai envie de tomber là-dedans, on nous transforme en consommateurs, nous sommes une armée de consommateurs, et nous faisons tourner la machine économique, et somme toute, il ne faut pas qu'on sache trop de choses, parce que tant qu'on pédale ou qu'on... tout va bien. Exactement. Donc il ne faut pas qu'on se questionne trop. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Là, je vais pas plus loin dans ce questionnement-là, et là je m'échappe, et je poursuis mon voyage au niveau des civilisations parallèles. On en était à la rencontre avec tous ces scientifiques alternatifs, la mémoire de l'eau, les champs d'énergie, vous l'avez évoqué, enfin tout plein de choses qui bouleversent notre vision du réel. Et on va rencontrer là, parce que ces scientifiques les rencontrent, on va rencontrer la spiritualité et les grands mystiques. Et là, on arrive au chemin personnel, au questionnement personnel, à la quête personnelle, jusqu'à, si tel est son chemin et son souhait, jusqu'à la source, et Bouddha, lui, parlait de l'éveil. Et ce que je crois, puisque je vous disais que l'expérience m'avait amené à réaliser et à me dire, en tout cas de me raconter la vie comme ça, que toute vie est un parcours initiatique, je crois que la vraie vérité, in fine, est intérieure. Car, imaginons que c'est vrai, on nous dise rien pour faire de nous de bons soldats et de bons consommateurs. Imaginons que oui, il y a eu des civilisations dans le passé, et que, imaginons que tout soit vrai. Et quand bien même ce serait vrai, ça change quoi à la vie, ça change quoi à ma vie? Et en quoi est-ce que cela va me faciliter la vie, me rendre plus heureux et plus apaisé? Et en fait, ce qui va me rendre plus heureux et plus apaisé, et là on rentre dans le courant, j'allais dire, du bien-être, mais c'est un peu dévalorisant, dans le champ du travail sur soi, dans le champ de la quête spirituelle, dans le champ de la méditation, très à la mode aujourd'hui, mais ce n'est pas qu'une mode, c'est une réalité. Et ce chemin-là est le chemin d'accès à sa propre vérité, et les mystiques le disent, à sa propre vérité qui conduit à la connaissance du tout. Et là, voilà, et là on rejoint à la fois un scientifique, un artiste et un mystique, le fondateur du club de Budapest, et là vous allez me rappeler son nom et Erwin Laszlo, voilà, le nom me revient, qui travaille actuellement, en tout cas, sur les annales akashiques, sur ces champs de mémoire qui nous entourent. Oui, tout à fait. Et voilà. Donc, moi, mon propos, in fine, je me suis dit, oui, tout ça, c'est fascinant, c'est étonnant, c'est questionnant, mais ça reste extérieur à moi-même. Et je peux avoir un grand intérêt intellectuel, historique et scientifique à aller chercher tout ça, mais moi, ma vie, je nais, je meurs, et qu'est-ce que je fais de ma vie, et qui suis-je, et comment moi je m'apaise, et comment je me construis une vie belle, comme j'ai envie qu'elle soit. C'est ça l'important, c'est ça le plus important. Et là, on retombe sur les traditions de sagesse et l'invitation au travail sur soi. Alors, on parle beaucoup de multidimension, du changement de fréquence de la Terre, notamment la fréquence de Schumann. On en parlait justement avec Jacqueline Bousquet à plusieurs reprises. On avait fait allusion à ce changement de fréquence qui grimpe et qui modifierait nos ADN et qui nous ferait passer dans d'autres dimensions, notamment la 4e et la 5e dimension. Comment abordez-vous le phénomène ? Oui, j'ai lu, j'ai entendu, je sais pas trop, je veux bien le croire, parce qu'il y a quand même une convergence de propos dans ce sens-là. Ça va dans le sens de l'évolution cyclique, le fait qu'on rentre dans le 5e soleil, dans l'ère du Verseau, qu'on soit dans cette logique d'ouverture de conscience et qu'il y ait une invitation à élargir nos consciences. Et donc, vibratoirement, nous sommes en transformation et notre ADN est en transformation lui-même. Je veux bien le croire et cela me plaît. Sur ces variations vibratoires, je n'en sais pas plus. En revanche, après, ce que je me plais à croire à titre personnel, c'est qu'il y a autour de nous tout plein d'êtres qui aident à cette évolution personnelle. Tout plein à la fois d'énergie, de vibration et de conscience qui n'ont qu'une envie, c'est que nous soyons capables d'ouvrir notre conscience et d'ouvrir nos cœurs.
Laurence Baranski, je vous propose de marquer un temps d'arrêt. On revient dans quelques instants. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour dans la clé du mystère, toujours en compagnie de Laurence Baranski qui a publié un ouvrage, un livre de 740 pages. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre, réveiller les feux sacrés de la connaissance chez Lana Éditions. Vous évoquez aussi les recherches de Nikola Tesla, l'énergie libre. Vous parlez des ovnis qui, pour certains, on peut se poser la question, seraient d'origine humaine, mais pas tous, je suppose. Alors là, c'est une vidéo que j'ai trouvée absolument super par rapport à son propos décalé, qui était innovant. C'est un film, un documentaire, mais court, qu'on peut trouver sur YouTube, qui s'appelle La Constellation d'Orion. Oui, réalisé par Seb Janiak. Et j'ai trouvé très très intéressant son propos. D'une part parce qu'il connaît bien ces sujets et il relie toutes les notions que nous venons d'évoquer, dont nous venons de parler, avec Roosevelt, avec la zone 51, avec et son propos est de dire. Mais je vais peut-être laisser aussi il faut peut-être le découvrir à la fois dans le livre et en regardant la vidéo. Mais son propos amène vraiment à réfléchir et là on retombe sur les côtés propagande, manipulation et conspiration. Peut-être, s'il a raison. Mais c'est une bonne mise en garde qui renvoie à notre propre discernement personnel. Alors à la page 610, vous faites allusion à l'oubli de l'âme qui pour certains s'avère être un véritable problème. Quelle est votre vision des choses ? J'ai pas en tête le passage que vous évoquez. Dans l'incarnation, c'est on ça. oublie. Oui. Enfin, certains n'oublient pas. Par contre, moi, je connais des gens qui se souviennent de leur vie passée, qui se souviennent de expériences qui ont été faites avec les enfants, qui se souviennent de leur vie passée. Même les adultes, hein. Oui. Et d'autant plus quand on fait un travail sur. Je me suis formée à ces techniques-là d'expansion de conscience et de recherche. On retrouve tout plein de mémoires. Oui. On retrouve tout plein de mémoires. Alors certaines peuvent être juste des images et de fausses mémoires, mais certaines sont de vraies mémoires qui ont à voir avec notre parcours de vie au pluriel. Dans ma logique à moi, c'est évident que nous sommes des êtres de lumière venus faire une expérience sur Terre, comme disent certaines traditions de sagesse, et que cette expérience sur Terre, nous sommes amenés à la faire à plusieurs reprises dans un but d'évolution personnelle. Alors certaines personnes que je reçois ici me disent arrêtez de me parler de croyances, ce sont des évidences et je le vis. Il faut pas leur parler de croyances. Alors là, ce sont des évidences. Moi je dis que ce sont mes croyances. Oui, mais ce sont mes croyances. Et pour moi, ce n'est pas une croyance, c'est une certitude. Voilà, c'est ça. Mais ça reste ma réalité à moi. Et en fait, ça, c'est un des propos et des objectifs à travers mon livre. C'est à chacun de se faire sa propre idée. Et notre idée sera là juste puisque c'est celle qui nous correspond. Oui, mais est-ce bien raisonnable à un moment donné? On peut marcher avec un bandeau sur les yeux volontairement, comme ça tout le temps, et puis c'est pas ça qui va faire avancer les choses. Mais la question, c'est aussi loin qu'on avance, on a toujours un bandeau sur les yeux. Et qu'est-ce qu'on fait pour enlever son propre bandeau sur les yeux? Et on ne peut pas changer les autres, on ne peut que se transformer soi-même et espérer que sa propre transformation sera bénéfique à son environnement immédiat et si on est dans les champs d'énergie, à l'environnement terrestre et humain global. Donc qu'est-ce que je fais moi pour me soigner ma propre cécité et faire en sorte de rayonner le plus possible d'énergie positive conforme à ce que je voudrais pour le monde. Gandhi dit, sois toi-même le changement que tu veux voir pour le monde. On n'est plus là, je crois, sur un combat intellectuel, mais on est sur un chemin expérientiel qui est un chemin personnel. Et je pense qu'on peut pas, on arrive dans la non-violence. Et si l'autre ne veut pas entendre, moi, il y a peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, j'aurais pas accepté d'entendre ce que moi-même je suis en train de dire aujourd'hui. Je sais autour de moi que des personnes, il y a 5 ans, ne l'acceptaient pas, il y a 10 ans, ne l'acceptent pas. Aujourd'hui, sont complètement dans ces approches-là. Mais elles ont fait leur propre chemin. Et qui n'est pas un chemin intellectuel, qui est leur propre expérience de vie. Donc, par rapport à cette évolution de paradigme, à ces bouleversements complets dans notre compréhension de la vie, de ce qu'est la vie, de ce qu'est l'histoire, de ce qu'est... Comment on va faire pour répandre ce qui est vrai? Si cela est vrai, cela va être. Exactement. Va émerger. Tout à fait. Va apparaître. Tout à fait. Pourquoi?
Parce que si cela est vrai, et que nous sommes nombreux à dire cela est vrai, et nous sommes de plus en plus nombreux à le dire, à un moment donné, on se relie à un niveau de compréhension, de reconnaissance mutuelle, qui fait qu'on fait force, mais pas une force qui va contre, une force qui est pour notre propre ouverture et pour une ouverture collective. Et c'est là que la philosophie et la non-violence se mêlent au débat intellectuel. C'est sûr. Je ne sais pas si je suis claire dans c'est très clair. Enfin, en tout vision. cas, pour moi, c'est clair. Il n'y a pas de problème. Et vous avez parlé aussi des maîtres ascensionnés. On en parle beaucoup. Oui, les maîtres ascensionnés qui sont... Oui, mais Jésus-Bouddha étaient des maîtres ascensionnés aussi. Jésus-Bouddha étaient des maîtres ascensionnés. Les bodhisattvas sont des maîtres ascensionnés. Les bodhisattvas ne sont pas forcément des personnes très très connues. Les bodhisattvas peuvent être des personnes très modestes, qui resteront modestes toute leur vie, mais qui toute leur vie auront répandu autour d'elles un rayonnement d'amour et d'énergie positive. La simplicité et l'humilité sont des longs chemins, et pour vivre une vie d'humilité, il faut parfois avoir vécu avant beaucoup de vie pour en arriver à ce résultat-là. Donc les bodhisattvas sont pas des personnes socialement forcément très rayonnantes, ou ça peut être des personnes très simples et très humbles qu'on rencontre à la campagne, qu'on rencontre dans les cités, qu'on rencontre partout. Alors après, là, on rentre dans les plans de conscience et les plans de réalité. Je ne sais pas si vous connaissez, si vos auditeurs connaissent le voyageur de l'astral. Si, dont j'ai oublié. Tout à fait. Le voyageur de l'astral, alors n'explique pas tout, mais explique bien une partie des différents plans de réalité. Après, on peut aller beaucoup plus haut, et puis on lit Dialogue avec l'ange. Oui, là, tout à fait, on en a parlé ici. C'est plus léger. Autant le voyageur de l'astral, c'est un peu... faut le traverser. Le dialogue avec l'ange est renvoie à sa responsabilité personnelle, donc c'est pas forcément confortable, mais plus léger dans l'expression. Et dans la promesse. Tout à fait. Est-ce que vous donnez des conférences? Je donne des conférences, oui, j'en donne quelques-unes lorsqu'on m'invite. En fait, je n'ai pas un programme de conférences que j'ai moi-même établi. D'accord. Et comment réagissent les gens d'une manière générale lors des conférences? Alors, j'interviens dans des colloques où les personnes sont déjà acquises à ces idées-là, en tout cas curieuses de ces idées-là. Et les personnes qui achètent le livre, et nous avons quelques retours de lecteurs, sont des personnes qui sont déjà sensibles aussi. Ce sont de très très beaux retours. Alors, je pense à un lecteur qui a acheté plusieurs livres pour l'offrir, parce qu'il faut que ça circule, alors, il y a d'autres livres que le mien à faire circuler, bien sûr, mais en fait, comment réagissent les personnes? La joie de rencontrer à travers moi, il y en a d'autres, mais là je parle de moi si vous le permettez, à travers moi, un discours posé, simple, sur tous ces sujets-là, et donc le sentiment il y a une ouverture, que c'est possible. Et en reliant tous ces sujets-là, moi ça c'était mon grand souci, et puis je suis une élève d'Edgar Morin, de la complexité de la systémique, c'est important de faire les liens. J'ai du mal à cloisonner les choses, et donc les personnes qui me font le plaisir de venir en conférence ou lire les livres sont contentes, je crois, de voir les liens qui sont faits. Et oui, il y a un lien entre les êtres de lumière, les extraterrestres et les vestiges engloutis. C'est la même histoire, mais c'est un puzzle qu'il faut reconstruire différemment du puzzle officiel. Est-ce que vous avez des projets d'écriture ou d'autres projets? Je ne sais pas. Mon projet, je ne sais pas trop comment je vais me débrouiller en fait, et comment ce que la vie va m'offrir. J'ai mon activité, mon métier professionnel qui est de faire de l'accompagnement. Tout ce que je viens de raconter, pour moi, sont des sujets d'aujourd'hui, sont des sujets importants, sont aussi des sujets d'urgence. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, aujourd'hui, on n'est plus l'heure de dire « et peut-être c'est vrai, et c'est bizarre ». Non, aujourd'hui, cela est point final. La question est comment est-ce que nous l'intégrons dans nos vies. Mais pas seulement dans nos vies de questionnement, médecine douce, colloque. Non, comment nous l'intégrons dans nos vies, dans le vivre ensemble. Dans la problématique écologique, dans les thématiques sociales, dans notre économie, parce qu'en réalité, tout ça est un bouleversement économique aussi. Complètement. Si on peut soigner avec la lumière, si on peut se guérir grâce au champ d'énergie, si on peut manger autrement, si on peut cultiver autrement, si l'énergie libre, qui semblerait bien, l'énergie libre, cette énergie gratuite et à disposition en abondance existe, mais
s'il est vrai que les lobbies des énergies classiques, bon, bref, Oui. ça veut dire que tout est bouleversé. Oui, tout à fait. S'il y a une vie après la mort, et Ouais. s'il y a des niveaux de conscience, et s'il y a d'autres espaces de régulation énergétique après, toute notre vie est bouleversée. Donc, mon propos à moi et mon projet à moi et mon chemin serait de dire cela existe, cela est, et cela doit être pris en compte dans la pensée politique d'aujourd'hui. La révolution intellectuelle est là. Et on ne peut pas avoir des gouvernants, des dirigeants qui n'intègrent pas ça. Et là où je parlais de la franc-maçonnerie, où je reste sidérée, mais s'ils le savent, s'ils le lisent et s'ils vont en loge, pourquoi est-ce qu'ils ne l'intègrent pas dans la gestion collective? Et je me dis, il y a un bug là, et il faut lever l'omerta, il faut lever la chape de plomb, c'est plus possible. C'est plus possible. Alors pourquoi? Pas parce que par principe, il faut de la nouveauté. Il y a quand même dans tout ce que nous disons un mystère. La vie est mystérieuse. Hein. Et derrière ce mystère, en fait, on va rencontrer d'autres mystères. Certains ont peur que, on rencontre Dieu. Oui, peut-être on rencontre Dieu, mais ce qu'on rencontre surtout, c'est nous-mêmes et notre puissance et une vision plus grande de nous-mêmes. C'est pas Dieu, enfin peut-être Dieu, je sais pas, c'est pas ma question, Dieu. Mais en tout cas, des champs nouveaux pour la science, des champs nouveaux pour le vivre ensemble. Tout ça doit être intégré, et voilà, la révolution de la pensée politique est là, donc il faut intégrer ça, et voilà, mon projet, j'ai perdu un morceau de ma phrase, mais mon idée est là, et d'avancer sur ce chemin-là. Je ne sais pas si on va y arriver, mais c'est maintenant, et il faut plus, oui, voilà, le mystère, il faut plus avoir peur, on peut se cacher, on n'est plus à l'époque où on brûle les sorcières, donc voilà, mais en plus tout ça est vrai, c'est-à-dire que là où nous sommes, et si les auditeurs qui nous écoutent bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a autour de nous des champs d'énergie, nous avons, nos propres dimensions sont invisibles et énergétiques, nous avons, ces connexions sont vraies, enfin tout ça est vrai, tout ça est, tout ça, point. C'est juste la vie. On a tendance, on fait de l'anthropomorphisme, quand on a, ça c'est marrant, on dit l'Amérique a été découverte par Christophe Colomb. Rien du tout. L'Amérique existait et des peuples et des civilisations s'étaient développés en Amérique avant que Christophe Colomb ne découvre. On peut faire le parallèle avec la vie. On n'est pas en train de découvrir, on n'est pas en train de faire exister des champs nouveaux. Ces champs invisibles, de l'ordre du subtil, existent. Oui. Ils existaient avant, ils existeront après, on est juste en train d'accéder intellectuellement et sensitivement au fait qu'ils existent. C'est tout. Tout comme Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique. L'Amérique existait avant. J'ai fait une émission avec Anne Givaudan, qui fait des sorties astrales, qui a des contacts avec les extraterrestres. Les extraterrestres disaient qu'on était au jardin d'enfants, ici. Oui. Voilà. Ça résume bien la situation. C'est tout à fait ça. Alors, ce que je voulais dire, tout à l'heure, j'avais mangé une partie de ma phrase et de mon idée, je la retrouve. Avancer sur tout ça et nous donner la possibilité de vivre ensemble en intégrant ces différentes dimensions. Ça vaut le coup parce que c'est une autre manière de vivre ensemble. C'est un autre rapport à la nature et c'est plus de respect parce qu'on va pas pouvoir, on le sait, on ne peut plus épuiser la nature. Donc on est mal en point là. Avec la nature. Donc il y a des vraies raisons économiques, écologiques, sociales. Il y a aussi des vraies raisons humaines de tolérance les uns vis-à-vis des autres. Tout ça nous donne un autre regard sur l'humain. Et ce qui me paraît le plus important, c'est que cette ouverture de conscience ne peut se faire que si nous ouvrons nos cœurs et si nous entrons dans une intériorité plus pacifiée. C'est un chemin d'amour, le chemin d'éveil et le chemin de conscience est un chemin d'amour. Les scientifiques quantiques et les scientifiques de la nouvelle science sont des personnes qui sont sur ce chemin d'apaisement et qui sont sur des quêtes spirituelles et de travail sur eux-mêmes. Ils savent pourquoi, parce qu'ils savent que leur niveau vibratoire, leur niveau de tension influence l'expérience, influence le réel. Donc, il y a une invitation à grandir en verticalité de manière plus apaisée, tolérante. Donc, c'est à la fois plein de merveilles, plein de diamants qui s'allument partout, et la possibilité d'être plus grand et plus dans l'amour. Et qu'est-ce qu'on cherche tous les uns les autres si c'est pas l'amour? C'est universel. Pour terminer, est-ce que vous auriez un message particulier adressé aux auditeurs? Le premier, c'est merci infiniment de nous avoir et de m'avoir écouté, d'être arrivé jusque-là de l'émission. Donc un grand merci pour ce partage. L'autre,
L'autre, oui, nous sommes nombreux. Il y a une vidéo sur YouTube que nous avons réalisée qui accompagne le livre tout en étant un objet indépendant qui dure 13 minutes. Et à la fin de la vidéo, le texte que j'ai écrit dit « Nous marchons tous sur la terre, nos chemins de vie se croisent et se décroisent. » Et je suis très très sensible à cette idée-là. En cheminant les uns les autres, nous créons autour de la Terre une toile de fil de lumière d'or et d'argent. Mais c'est vrai que nous faisons ça. Quand on regarde d'en haut, c'est notre propre lumière que nous voyons. Et plus nous sommes en mouvement, plus nous éclairons la Terre. Je pense, c'est ma conviction, ma croyance, non, ma conviction. Je pense que ça fait très très plaisir aux êtres et aux consciences supérieures de voir la Terre qui s'éclaire. En tout cas, quand on est sur Terre et qu'on marche, c'est vraiment un grand plaisir de croiser d'autres pèlerins en chemin, en quête de connaissances, en quête de compréhension. Donc le message, c'est oui, continuons de chercher, voilà, il est là, continuons de chercher, avançons, cheminons, cherchons, parlons-en, osons, on n'est pas fous. On est juste en train d'expérimenter la vie dans de nouvelles dimensions qui, pour l'instant, ne nous étaient pas accessibles, qui sont en train d'être accessibles. En faisant ça, nous sommes les pionniers à la frontière de la connaissance. La connaissance qui est à la fois la connaissance intellectuelle, le savoir, et qui est la connaissance universelle, l'amour. C'est beau d'être pionnier, et mon rêve, et ça me fera très très plaisir de vous croiser et d'être de plus en plus nombreux à marcher tout autour de la Terre. J'ai fait 3 fois le tour de la Terre chez Lana Édition. Laurence Baranski, merci d'avoir participé à cette émission et bon courage et bonne réflexion. Bon courage pour la suite en tout cas. Merci. Fréquence Évasion.